C'est bon, on est en ligne. Allô? Allô? Mesdames et messieurs, les journalistes, bonsoir. Nous avons un exercice particulier auquel on va se livrer. On l'a pratiqué déjà au moins une fois devant vous, en compagnie des avocats. Et aujourd'hui, on va réitérer l'exercice avec quelques petites améliorations, peut-être quelques petits changements. Le dossier, pour employer les termes juridiques, dossier Kamto Maurice, Bendaï Koka, Djongan Albert, Poleri Kingé, Foguete Dom, Djamel et 198 autres personnes arrêtées à la suite des marches pacifiques dites Marche Blanche réprimée le 26 janvier 2019 fera ici l'objet d'un rapport d'étape. Il y a eu des déroulements nouveaux et il convient que l'opinion publique soit informée de ces déroulements. Je ne ferai pas plus de commentaires que ça. Je vais passer la parole aux avocats, notamment au coordonnateur du collectif, Maître Sylvain Soie. Merci. Bonsoir à tous. Avant de procéder au rapport d'étape du travail que le collectif des avocats a pu abattre jusqu'ici, je voudrais avoir une pensée pour ma consoeur, Maître Michel Doki, qui est, comme vous le savez, en détention provisoire depuis hier à la prison principale de Yaoundé. Cette pensée est d'autant plus à propos que nous sommes le 8 mars, la journée internationale de la femme. Nous avions cru qu'à la veille du 8 mars, on n'aurait pas dû mettre en prison la liberté. Parce que Maître Doki est une femme libre, c'est une avocate libre, libre dans ses idées. Et nous estimons, en tant qu'avocat, que la liberté a été embastillée. Elle est allée retrouver d'autres libertés en prison. Ceci dit, mesdames, messieurs, nous sommes rendus à presque 40 jours après la marche du 26 janvier 2019, réprimée, comme vous le savez. Et à ce stade, nous avons procédé à quelques statistiques. 203 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette marche, 26 janvier 2019. Interpellées à la fois donc ce jour-là et également le 28. Parmi ces 203 personnes, 37 personnes font actuellement l'objet d'une procédure en flagrant délit devant le tribunal de première instance du centre administratif à Yaoundé. Vous savez d'ailleurs que les débats ont eu lieu la semaine dernière, donc je pense cette semaine, lundi, et l'affaire a été mise en délibéré pour qu'une décision soit rendue lundi prochain, c'est-à-dire le 11 mars. Nous espérons, avec ce que les avocats ont pu déployer comme argument, que nos 37 clients vont être libérés pour fait non établi. Et c'est l'occasion que je voulais saisir en tant que coordonnateur pour féliciter une fois de plus mes confrères avocats qui n'ont lésiné aucun argument pour défendre ces 37 personnes. D'ailleurs, parmi ces 37 personnes, il n'y avait pas que des personnes liées au MRC. Il y avait également, je pense, 22 personnes qui étaient liées au MIDA ou à MIDA. On connaissait l'organisation MIDA, où les souscripteurs ont perdu de l'argent. Donc, le collectif avait décidé de les défendre avec les personnes liées au MRC. 152 personnes ont eu affaire avec le tribunal militaire. Parmi ces 152 personnes ont été inculpées pour les infractions que vous savez.
Parmi ces infractions, la plus célèbre est celle de l'atteinte à la sûreté d'État, ou alors l'hostilité contre la patrie. C'est une infraction qui est punissable de la peine de mort. Des gens au marché, et les voilà qui risquent d'être punis par la peine de mort. Est-ce qu'au Cameroun, on peut encore penser que 60 ans après les indépendances, qu'on puisse être poursuivi pour avoir marché? Il arrivera un jour dans ce pays où même le simple fait de respirer risque de devenir une infraction. Parmi ces 152 personnes, 130 sont dans les prisons de Yaoundé, dont 8 à la prison principale. Ils étaient 7, et depuis hier ils sont 8, puisque Maître Doki les a rejoints à la prison principale. 8 sont à la prison principale, et 122, bon, les 130 sont à la prison principale, dans les prisons de Yaoundé, 8 sont à la prison principale, et 122 à la prison centrale de Yaoundé. Ça, c'est pour le tribunal militaire. Et comme si cela ne suffisait pas, 41 personnes doivent revenir devant le tribunal, à Douala cette fois-ci. Vous vous souvenez qu'en décembre 2018, les poursuites avaient été abandonnées contre ces 41 personnes. Nous sommes informés donc que les poursuites ont été reprises contre ces personnes-là. Et ces personnes sont attendues devant le tribunal de première instance de Douala, 41 personnes. Parmi ces 41 personnes, un certain nombre est actuellement en détention à la prison centrale ou à la prison principale de Yaoundé. Comment ces personnes vont faire pour pouvoir comparaître devant le juge, pour pouvoir se défendre? Telle est la question. On se pose d'ailleurs la question de savoir pourquoi une telle accélération, ou alors pourquoi un tel revirement après l'abandon des poursuites. À l'heure actuelle, le collectif a déposé 146 requêtes en habeas corpus. La requête en habeas corpus, c'est cette procédure de demande de libération immédiate fondée sur l'illégalité de l'arrestation ou l'illégalité de la détention. Nous avons examiné le dossier et vous savez très bien qu'aucune des personnes arrêtées parmi les 203 n'a été arrêtée en vertu d'un titre d'arrestation. Pas de mandat d'arrêt. Parmi elles, ces personnes, il y en a qui ont été arrêtées à Douala, comme vous le savez, sur la base d'un mandat de perquisition. Un mandat de perquisition qui a pour vocation de rassembler les preuves, rassembler les documents et de dresser un procès verbal de saisie. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que, au lieu d'un procès verbal de saisie, c'est un procès verbal d'interpellation qui a été établi par un officier de police judiciaire en exécution d'un mandat de perquisition. Autrement dit, les 77 personnes qui ont été arrêtées chez M. Zonga le 28 janvier 2019 ont été considérées comme des objets, comme des choses viles. Et ces 77 personnes ont, comme vous le savez, été déportées de Douala à Yaoundé. Ils sont aujourd'hui toutes, pour la plupart, en détention dans les prisons de Yaoundé. Donc au Cameroun, on peut arrêter des gens sur la base d'un mandat de perquisition et plus tard les mettre en prison. Dans ces 146 demandes d'habeas corpus, 7 ont été rejetées hier, comme vous le savez, y compris celle du professeur Kamto, celle de M. Jamen Penda Epoka, celle de M. Nzonga, celle de M. Paul-Éric Kinguer, de Fogué Alain Tedom et de M. Abbé Gaston Di Valsero ont été rejetées parce que déclarées non fondées, en dépit de toute l'argumentation déployée pendant près de 14 heures devant le juge. Le juge n'a pas donné gain de cause à ces gens-là. Hier encore, après ce rejet, l'équipe d'avocats soutenait et plaidait sur 14 autres demandes devant un autre juge commis pour l'habeas corpus. Nous avons achevé l'audience, ils ont achevé l'audience, je pense, vers 23 heures.
Donc l'affaire a été mise en délibéré et on attend une décision. Cette fois-ci, on l'espère. Maintenant que les leaders sont passés, on espère que désormais, comme il s'agisse de non-leaders, que le juge pourra donc cette fois-ci entendre l'argument des avocats. 126 demandes d'habeas corpus dont reste à être examinées par le tribunal de grande instance de Yaoundé. Je ne pourrais pas finir sans préciser que le collectif a déposé plusieurs requêtes auprès de plusieurs autorités. La requête que nous avions déposée auprès du préfet de Mfundi pour demander son fameux arrêté n'a toujours pas été solutionnée. En tout cas, nous n'avons pas eu de réponse. Parmi les demandes que nous avons déposées, nous avons fait une demande également auprès des autorités judiciaires pour décrire les conditions de détention dont va parler tout à l'heure un de mes confrères certainement, les conditions de détention de certains de nos clients à la prison centrale de Kondé. Parce que jusqu'à un certain temps, nous avions des femmes qui dormaient à la Belle Étoile. Nous avions des femmes qui dormaient à même le sol. Et à l'heure d'aujourd'hui, ces femmes continuent à dormir à la Belle Étoile, à même le sol, au Cameroun, en 2019, dans une prison de la République. Une plainte a été déposée contre les policiers qui ont eu l'outrecuidance de tirer sur des citoyens le 26 janvier 2019 à Douala. Et nous espérons que depuis le dépôt de cette plainte, il y a de cela bientôt 2 semaines, qu'une procédure sera ouverte contre ces policiers-là, pour qu'ils viennent répondre de leur forfait, pour qu'ils viennent nous dire au peuple camerounais en vertu de quoi un policier peut avoir eu l'idée de dégainer et de tirer sur des citoyens qui marchaient à main nue, qui marchaient sans armes sur eux. Et nous attendons donc que ces policiers viennent répondre de leur force. Voilà, mes chers amis, le petit bilan d'étape qu'on pouvait faire à ce jour sur les procédures qui ont été engagées. Bien entendu, d'autres procédures sont en cours, et je ne voudrais pas ici les dévoiler, parce que, vous savez, la défense également, c'est une stratégie, c'est une tactique. Donc, vous m'excuserez de ne pas parler de certaines procédures pour l'instant. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Nous allons passer la parole à Maître Mélie, qui va nous parler en effet des conditions de détention. Et avec votre permission, je vais faire un petit récap, très petit, c'est très important, concernant une héroïne pour nous, Maître Michel Ndoki. Elle a en effet été inculpée hier et placée sous mandat de détention à la prison principale de Kondé. Ça, c'est une petite parenthèse concernant quelques calomniateurs qui en général ne manquent pas d'inspiration. Figurez-vous qu'elle a subi son pansement d'hier à l'infirmerie du tribunal militaire. C'est important. Parce que nous avons quelques-uns qui disent que nous avons des talents en matière de mise en scène et que nos décorateurs, parfois nos maquilleurs, sont très habiles à fabriquer des blessures. On espère que les militaires du tribunal militaire, les médecins, pendant qu'ils faisaient ce pansement, ont apprécié la finesse de nos maquilleurs. Un autre petit détail qui lui aussi n'est pas anodin, c'est que Michel Ndoki a été kidnappée au moment où elle se trouvait, selon son propre aveu, est-ce qu'il faut dire son propre aveu, son propre témoignage, sa propre déposition, alors qu'elle se trouvait devant un poste frontière où elle s'était présentée pour qu'on tamponne son passeport. Et là, elle a découvert que secrètement, il existait une liste sur laquelle certains noms avaient été portés secrètement. Et ces noms-là étaient interdits de sortie du territoire. Quelle ironie du sort. Ces deux petites précisions comme celle-là que je voulais faire. Elle est partie du tribunal militaire, vous connaissez mon sens de la précision au niveau de l'horaire, à 18h40.
conduit à la prison principale. Les policiers qui la conduisaient, c'est aussi important de le dire, l'ont traité avec une paradoxale courtoisie. On lui a ouvert la portière, c'était de vrais gentlemen. Ils lui ont ouvert la portière, ils l'ont encadré gentiment, elle est partie dans un véhicule de la police. Il n'y avait pas de sirène. Mais pour vous dire dans quel état d'esprit elle est, petite anecdote, et je clôt par là. Je lui ai demandé de me pardonner parce que je n'avais pas pu lui rendre visite au GSO. Vu la farouche résistance, on nous y avait opposé. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, c'est pas grave, va juste dans un aéroport et tu pourras me voir chaque jour. L'allusion est très subtile parce que sur cette fameuse liste secrète se trouve le nom du porte-parole. On a fait de moi une vraie vedette. En tout cas, l'histoire sera sans souvenir. Moi, je m'enorgueillis de ça. Maître Belli, je vous passe la parole pour les conditions de détention. Merci, M. Dubou. Vous achevez également le rapport. Pour achever le rapport, un peu plus fort alors, je tiens à commencer par la situation de Mme Ndoki, qui est avocate, conseil de M. Ayoub Dabé, qui se retrouve en prison et qui désormais sera privé des services de son conseil. Mendoki Michel est également le conseil de 41 personnes poursuivies par voie de flagrance devant le tribunal de première instance de Douala au Nanjo. Et cela est de notoriété publique parce que toutes les citations pour la première audience ont été délivrées à son cabinet et que les personnes qui sont poursuivies devant ces juridictions étaient poursuivies sur la base d'une citation délivrée à domicile élu, c'est-à-dire au cabinet de Maître Ndoki. Elle également est poursuivie par cette juridiction par la reprise de la procédure et comme l'a indiqué monsieur le coordinateur, plusieurs personnes, de ces 41 personnes se retrouvent incarcérées à Odengui avec leur conseil. Nous ne serons pas surpris, nous qui sommes des conseils de Maître Ndoki, du professeur Kanto et autres, de nous voir incarcérés dans les mêmes conditions, tout simplement parce que nous exerçons notre métier d'avocat. Cette précision étant faite, s'agissant de ma consoeur Maître Ndoki, je voudrais revenir sur les conditions de détention. Pour compléter le tableau des statistiques, avant les mandats de dépôt, nous avions saisi les autorités qui ont appréhendé les personnes malades de corps, les ont internées, exigeant leur transfèrement dans les hôpitaux civils pour des soins importants. À cela, c'est un autisme administratif qui nous a répondu. Ces demandes ont été formulées le 4 et 8 février 2019, destinées à monsieur le préfet de Fundi, auteur de l'acte administratif de garde à vue. Il n'a rien fait. Ces demandes ont été formulées et destinées au centre de détention, à savoir le service central de recherche judiciaire, le commandant du GSO qui abritait quelques blessés par balle, et je précise que la majorité était gardée au service central de recherche. Aucune réponse administrative en son temps n'a été donnée à ces demandes, que nous avons pris soin de réitérer le 13 février 2019. Après leur incarcération, d'autres cas de maladie se sont révélés
Et nous avons recensé 24 personnes. Et parmi les 24 personnes, entre-temps, il y a eu 2 cas ou 3 cas qui se sont atténués suite à une vigoureuse intervention de mon confrère Maître Sim, qu'on les administre de soins. Et il reste 21 personnes malades pour lesquelles nous avons soigneusement déposé en date du 1er mars 2019 auprès du juge d'instruction militaire du tribunal militaire des requêtes individuelles réclamant les visites médicales, les soins et traitements appropriés d'égale qualité que celles dont bénéficient les personnes non détenues ou non emprisonnées. Parce que le mandat de détention provisoire ne les prive pas de la présomption d'innocence. Et nous pensons que ces personnes incarcérées du chef, du juge d'instruction militaire, méritent des soins, des visites médicales et des traitements appropriés d'égale qualité que les personnes non emprisonnées. Sinon, ces personnes seraient déjà condamnées à une mort lente du fait d'actes judiciaires. L'autre incident qui a connu une réponse administrative écrite de monsieur le régisseur, que le collectif salue, c'est que les personnes incarcérées étaient affamées. Affamées veut dire quoi? Que l'administration pénitentiaire ne leur permettait pas de se nourrir, ne leur administrait pas de la nourriture et interdisait aux familles de leur porter de la nourriture. Nous avons dressé 2 constats authentiques attestant du refus. Et jusqu'à hier, je pense, il y a un acte administratif de monsieur le régisseur de la prison centrale de Yaoundé qui a levé cette interdiction et qui permet désormais à ces détenus incarcérés depuis le 12 février pour certains et depuis le 13 février pour d'autres à s'alimenter. Alors, au-delà de tout cela, en dehors du fait que nous occupons pour elles, nous pensons qu'il y a un recul criard des libertés individuelles dans notre pays qui nécessite que chacun prenne conscience et que, eu égard à cela et à ce stade de ces procédures et dans l'intérêt d'une bonne administration de justice dans notre pays, nous dénonçons ces traitements cruels, inhumains et dégradants infligés à des personnes qui ont été incarcérées dans des conditions les plus troubles, c'est-à-dire arbitraires. Nous dénonçons le non-respect de leurs droits fondamentaux parce que ces personnes sont présumées innocentes jusqu'à la preuve irréfutable établie selon les mécanismes de loi de leur culpabilité. Nous pensons en plus que l'ingérence inacceptable suivie de l'obstruction des autorités administratives à la conduite des procédures judiciaires est également à décrier. Et enfin, le déséquilibre des armes au détriment de la défense qui subit une procédure inquisitoriale et le silence, voire l'inaction des juges qui semblent craindre autre chose que la loi ou leur conscience, qui sont là les seuls instruments de communication qui existent entre la défense et
et le tribunal avec sa composition du ministère public. Voilà, présenter brièvement la situation actuelle de cette étape, au moment où nous allons faire face la semaine prochaine à d'autres choses. Je vous remercie. C'est nous, Maître Méli. Je vais passer la parole à Maître Sim Emmanuel, qui, comme vous le savez sans doute, est également un des vice-présidents du MRC. Là aussi, juste un peu avant de lui passer la parole, pour illustrer le propos qui a été celui de Maître Méli tout à l'heure, que nous remercions, il faut dire que hier soir, au tribunal de grande instance de Yaoundé, centre administratif, ce qu'on a entendu de la bouche des personnes qui ont été déportées et qui sont soi-disant jugées était effroyable, inhumain et inacceptable. Ceux qui traitent les Camerounais comme des animaux et qui prennent le Cameroun pour un enclos à bétail, on ne vous laissera pas faire. Ce qui a été dit en termes très policiers et très juridiques tout à l'heure, c'est que nous sommes dans un empire de l'illégalité. Et un empire qui est en prolifération. Une sorte d'illégalisme régnant et décomplexé. Et c'est inacceptable. Les personnes qui étaient au tribunal hier, lorsqu'on leur a demandé d'avoir un dernier mot avant de mettre l'affaire en délibéré, on a vu des ingénieurs de tous ordres. On a vu des hauts responsables de l'administration, des hauts fonctionnaires en entreprise. On a vu des enseignants, on a vu des doctorants, on a vu des mères de famille, des pères de famille, des gens mariés. Ce n'est pas pour rien que je donne tous ces détails. Ce n'était pas des kidams. Et la cerise sur le gâteau, on avait 2 élus. Il y a des conseillers municipaux au Cameroun qui restent indifférents, alors que dans leur rang, il manque 2 élus qu'on a mis en prison pour avoir marché. Et on leur a dit pendant leur déportation sur Yaoundé, si vous voulez faire des scènes, faites-le dans le camion. C'est quoi ce genre d'inhumanité? On leur a dit, vous voulez uriner, faites-le dans le camion. Et ces personnes étaient obligées de le faire. Mais ce qu'il y a de plus admirable, c'est que malgré tous ces traitements dégradants et inhumains, ils restent dignes. Personne n'a pleuré devant la barre. Ces personnes ont fait leur témoignage, ont assumé leur marche et ont demandé à leur bourreau pourquoi cet acharnement. Il faut que certains sachent que c'est dans ce Cameroun-là qu'on vit. Un déguisement de droit. Les témoignages étaient choquants. Nous avons aussi eu une petite subtilité dans la haine, dans la cruauté. Les personnes qui sont arrivées au CED, non seulement on leur a refusé l'accès à leurs médecins, à leurs avocats, à leurs proches, on les a tous déshabillés, sachez-le, nus comme des vers. On leur a demandé de s'accroupir. Je cite là un témoignage d'hier. On leur a demandé de s'accroupir devant des caméras qui tournaient. Et il y a une réputation que la gendarmerie a, c'est que les gendarmes, eux, ils connaissent un peu mieux le droit que les autres. Cette réputation, il faut la revoir. Elle est mensongère. C'est indigne. C'est quel genre de voyeurisme qu'on nous fait là? Et ces personnes, une fois qu'elles ont été donc mises toutes nues, qu'elles se sont accroupies, forcées de le faire par des gens armés, on leur a demandé de simuler une défécation. Parce qu'on voulait s'assurer qu'elles n'avaient pas d'armes dans leurs anus. Excusez-moi d'être aussi grossier, mais je vous décris les faits tels qu'ils sont. Et c'est le témoignage de quelqu'un hier, vous devez l'entendre. Il faut que les gens sachent. Nous sommes au Cameroun au XXIe siècle. Vous devez aussi savoir que ces personnes sont détenues de façon mixte, sans aucune intimité. Lorsque des gens veulent uriner pendant la phase de leur garde à vue illégale, lorsque des gens voulaient uriner ou alors faire des scènes, on leur disait faites-le au milieu de vos camarades, vos connaissances. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer où est-ce que c'est écrit dans la loi?
C'était pour étayer par le récit des personnes qui ont vécu les conditions inhumaines de détention, conditions arbitraires de leurs arrestations. C'était pour que vous entendiez ce témoignage-là. Je voudrais passer la parole à Maître Emmanuel Seyou, qui va nous entretenir sur une particularité qui a vu le jour hier, concernant notamment le dossier Maître Michel Ndoki. Je ne crois pas qu'il serait exagéré de parler de mensonges d'État dans le cadre d'une procédure. Mais... Bien, bonsoir chez tous, je suis un peu fatigué. Vous me pardonnerez si ma voix n'est pas la meilleure ce soir. J'ai eu le malheur d'assister à la mise à mort pendant des heures et à 3 semaines de nos camarades qu'on envoyait à la prison à l'appel, comme à l'époque des nazis. J'ai eu le malheur d'assister encore hier, moi-même, à la mise à mort de Maître Ndoki dans le bureau du juge d'instruction militaire de Yaoundé. J'étais en colère, pas parce qu'elle est en prison, oui, je suis avocat, j'ai déjà vu ça. Mais j'étais en colère parce que ce que j'ai entendu hier, dans un bureau officiel, dans un bureau d'un juge, ne pouvait que susciter cette colère. Ndoki a été victime d'un mensonge, oui, Olivier vous l'avez dit, c'est vrai, c'est le mensonge d'État. Le rapport de la police judiciaire sur l'affaire de Maître Ndoki a indiqué que Maître Ndoki a été arrêté dans une pirogue à Edenao. Ce rapport indiquait qu'il était en train de fuir. Ce rapport précisait qu'elle était encagoulée pour ne pas se faire reconnaître. C'est sur la base de ce rapport que le juge nous a expliqué qu'il fallait qu'elle soit mise en détention provisoire. Parce que si elle restait en liberté, elle risquait de s'enfuir. C'était la fin des mensonges, parce qu'en fait celui-là me rendait colérique, parce que c'était un mensonge judiciaire. Ce n'est pas acceptable. J'ai dit au juge militaire hier que quand on veut quitter Douala, moi j'ai grandi à Douala, quand on veut s'enfuir, on ne part pas au poste de frontière avec son passeport accompagné de son mari. Non. Il y a ce qu'on appelle des criques, Ayoub, partout. C'est des petites voies fluviales par lesquelles, avec des pirogues, on peut passer clandestinement pour aller au Nigeria. Même donc il ne s'enfuyait pas du tout. Ce n'est que au poste de frontière, à Edenao, qui était poste frontière officiel, parce qu'il y a toute une administration douanière à cet endroit, qu'elle a été interpellée sur la base d'un document qu'on a appelé un message porté, dans lequel son nom figurait et qui stipulait que des activistes politiques, voilà comment on appelle des leaders de les noms étaient, des activistes politiques, voilà comment on nous traite, parmi lesquels Maître Ndoki était interdit de sortir du territoire camerounais. Elle a dit à ces gens, écoutez, je n'ai jamais été notifié d'un tel document. Maintenant que je suis au courant, que je suis interdite de sortir du territoire, il n'y a pas de problème, je rentre chez moi à la maison et puis je vais dormir. Et si je peux au moins circuler au Cameroun, on lui a dit oui. Quelques temps après, précisément, elle voit arriver 8 personnes, des gros bras, entièrement cagoulés, lourdement armés, qui lui demandent de prendre une voiture dans laquelle elle veut venir à Yaoundé. Ils l'ont menotté, Maître Ndoki. Et quand son mari a voulu savoir pourquoi est-ce qu'on l'arrêtait, on lui a dit, ah, donc vous la connaissez. On a pris son mari également, on l'a menotté. Et ces gens ont voyagé d'Edenao à Limbe avec des cagoules. Quel est ce pays où pour arrêter quelqu'un, on doit se cagouler? Mais c'est ça qu'on appelle le kidnapping. Parce qu'ils ont fait exactement comme les Boko Haram. Je leur ai dit, messieurs les policiers, vous avez agi comme des Boko Haram. Vous n'êtes pas différent d'eux. Quand on arrête quelqu'un légalement,
La loi exige qu'on se présente, on s'identifie. On dit, moi je m'appelle tel, je suis officier de police de tel grade. Je suis porteur de tel document qui me permet de vous amener. Celui qui vous arrive doit se présenter en premier. Comment on appelle ça des gens qui arrêtent une avocate étant cagoulée? Et vous voyez, vous j'étais en colère parce que c'est ces gens cagoulés qui ont dit que ma consoeur était cagoulée. C'est mensonge d'État, ce n'est pas admissible. C'est pas admissible. Maître Ndoki allait de manière officielle dans la ville nigériane d'Owerri, qui est à l'est du Nigeria, et tous les Camerounais, Maître Ndoki vit à Limbe, du sud-ouest qui veulent aller à l'est du Nigeria, passent par la voie maritime. Parce que si vous voulez aller à Owerri, étant à Limbe, vous devez prendre un avion à Douala ou à Yaoundé, descendre à Lagos et faire encore un jour de voyage pour arriver à Owerri. Oh, dans la mer, c'est 1h30, c'est 2h, vous y êtes déjà. Donc on lui disait, Maître Ndoki, vous prenez le bateau, pourquoi de prendre l'avion? Comme s'il y avait une interdiction pour les Camerounais qui depuis plus de 70 ans passent par là, de prendre ces bateaux que moi je connais, je les ai déjà vus. C'est des mensonges que je tiens à dénoncer. Mais ce n'est parce que vous savez très bien vous tous que les mensonges chez Ndoki ont commencé dès le premier jour. On nous a dit, M. Dubois vient de le réaffirmer ici, on a prétendu qu'il n'était pas blessé. Eh bien, mesdames, messieurs, Maître Ndoki a été effectivement blessé par balle au niveau de ses deux cuisses, à la cuisse droite, à la cuisse gauche, ceinture. Elle a retiré, elle a gardé dans un endroit secret ces balles qui ont déchiré sa chair. Et des Camerounais, dans une haine, une méchanceté que je ne connais pas, que je découvre en eux, on peut dire, dans une chaîne de télévision au Cameroun, démontrer que c'était un maquillage. Non, mais Ndoki est effectivement blessé. Et nous avons saisi le médecin pour qu'on puisse délivrer un certificat médico-légal. Il faut savoir aussi, les policiers qui ont tiré sur Ndoki, il y a une plainte contre eux, mais ils refusent de la mettre à l'hôpital parce qu'ils craignent précisément qu'elle ait un document médical qui atteste de ses blessures. Mais ça ne sert à rien. Même dans un an, un médecin pourra affirmer sur la base des cicatrices qu'elles sont d'origine balistique. Voilà ce que je voulais dire. Mais la dernière chose, Maître Swap, on ne s'est pas vu hier, c'est passé devant le juge d'instruction. Nous avons assisté, Maître Mélier, vous et moi-même et d'autres, à l'audition de Maître Ndoki devant les enquêteurs. À aucun moment, on ne lui a parlé d'avoir été complice des actes qui se sont déroulés à Berlin, à Paris et à Washington. Elle n'a pas été interrogée dessus. Très curieusement, le juge d'instruction l'a inculpé pour outrage au président de la République. Parce que M. Ndoki, qui est blessé par balle samedi matin de 26 à 9h, aurait pu, avec son pied malade, ses deux chiens malades, aurait pu être à Berlin pour décrocher le portrait de M. Biya et le jeter au sol. Elle était inculpée hier des faits également de dégradation d'édifices publics. Cela veut dire qu'elle était à Paris, à Berlin et à Washington en même temps, étant à Douala, pour dégrader ces édifices publics. Et enfin, on lui a imputé l'infraction de destruction. Donc elle a détruit les passeports et tout ça à l'ambassade. Mais j'allais oublier, on dit qu'elle voulait s'enfuir clandestinement. Ça, je découvrais cette infraction. Donc il y a dans ce dossier de M. Ndoki un acharnement visible, un tissu de mensonges depuis le début qui a voulu simplement, qui a été mis en place, je vais dire, pour dénigrer cette avocate, pour dénigrer cette militante, parce que dans ce pays aujourd'hui, être militant, je vais MRC, est devenu un crime. Je vais terminer par ce rapport où il y a 2 points qui n'ont pas été évoqués. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur René Manuel Sadi, a fait un communiqué après la sortie du diplomate américain que vous avez tous suivi. Il a fait un communiqué lui-même, M. Sadi, dans lequel tout le monde a pu lire. Il a dit que M. Kamto Maurice et les autres personnes poursuivies
ont commis des infractions de droit commun. Des infractions de droit commun, c'est-à-dire des infractions ordinaires. Le vol simple, les injures. Et quand il fait ce communiqué, il devrait lui-même être logique, lui et son gouvernement, et dire professeur Kamte et les autres, on s'excuse, votre place n'est pas au tribunal militaire, c'est des infractions de droit commun, c'est des infractions militaires, et donc c'est par erreur qu'on vous a amené devant le juge militaire. Mais voyez-vous, avec le temps, ces personnes vont continuer à se perdre dans leurs mensonges. Ces mensonges, ils s'inventent, il n'est pas cohérent. Nous sommes du côté de la vérité, et la vérité est immuable. Eux, ils sont du côté du mensonge. Donc quand ils créent un mensonge, après, ils ont du mal à s'en sortir. Donc vous noterez bien que M. Sadi a dit que ces personnes sont de droit commun. Et c'est vrai ce qu'il dit. Parce qu'il y a une loi de 90 qui prévoit les sanctions pénales si vous manifestez sans avoir déclaré celle-ci. Qui vous dit ce que vous risquez si vous manifestez alors qu'ayant déclaré, on a interdit. Mais c'est des infractions banales de celle de 90, mais qui sont devenues, comme c'est quand le MRC, des infractions de la cour martiale. La deuxième chose qui est une curiosité, le juge d'instruction qui a le dossier de professeur Kamte, qui avait ouvert l'instruction judiciaire, qui avait inculpé les 151 personnes, et puis après, hier encore, le colonel même, très curieusement, a été affecté de nouveau à Boya. Parce qu'il venait de Boya en fait. Il a fait appel 11 mois à Yaoundé. On le renvoie à Boya comme président militaire. Pourquoi est-ce qu'on lui enlève ce dossier? Pourquoi? Il faudrait bien qu'un jour on le sache. Donc, fallait le savoir. Le dernier mensonge, mais là, les gens ne l'ont pas vu ça hier. Maître Ndoki est arrivé hier au tribunal militaire sans qu'on ait prévenu aucun de ses avocats. Or, ils nous connaissent ces gens. J'ai appelé le policier, le commissaire qui est en charge des enquêtes, au téléphone. J'étais très énervé pour lui dire, monsieur le commissaire, pourquoi vous faites cela? Quand tu étais déféré, il m'avait appelé pour me dire qu'il sera déféré. Moi, maîtrise, j'ai averti notre coordinateur du collectif qui a mis tout le monde en prendre. On était là, on les a attendus. Et il y a un maître qui est arrivé au tribunal militaire de Yaoundé, incognito, dans une voiture berline de police. Elle était assise derrière, climatisée. Et on l'a mise, cette voiture, juste derrière le car qui avait ramené Ayoub Tabé et les autres pour leur audience. C'est par hasard que je découvre que c'est Ndoki, parce que je suis à l'audience d'Ayoub Tabé, dont je suis également l'avocat. Et je vois une voiture arriver, puis je m'approche, je vois une dame. C'est M. Ndoki qui est là. Voyez-vous? Donc on l'a déféré hier, là encore, sans avertir ses avocats, alors que dans tous les autres cas, on a toujours été averti. Cela est dit pour que vous compreniez le cadre général dans lequel ces affaires se déroulent. Et pour ne pas vous cacher plus longtemps que ça, je vous dis officiellement aujourd'hui que dans la liste des personnes, ces listes noires, des activistes politiques, c'est leur mot, qui sont interdites de quitter le territoire camerounais, on a vu ces listes lors de l'élection de Ndoki, qui a été arrêté sans aucun mandat, sans avis de recherche. C'est le seul document qu'on lui a présenté, ce message porté. On a découvert avec un peu de surprise que sur la liste, le nom numéro 1, le maillot jaune, c'est MFC. Mais, voyez-vous, cela m'a fait rire. Pourquoi? Parce que, imaginez un peu, même si me va en Finlande, je t'ai invité en avril, je n'ai pas connaissance de ce document. Qu'est-ce qu'on vous aurait dit? Mais je sais, vous voulez fuir. On avait un Sémalène, il voulait fuir, alors que je ne connaissais pas, nous ne connaissions pas l'existence de ce document. Et c'est ces méthodes d'embuscade-là qui nous révulsent. Elles partent de la police, elles passent à la justice, et nous disons que les juges, au moins, devraient pouvoir arrêter la dérive. Mais ces juges se laissent être complices des actes les plus graves, alors que c'est leur devoir, précisément, de rappeler aux gouvernants, de rappeler à nous tous citoyens camerounais quelle est la loi et quelles sont nos limites. Je voulais vous remercier pour votre patience
et remercier le coordinateur une nouvelle fois. Et tous les avocats, je peux vous dire qu'ils travaillent souvent jusqu'à des heures que vous n'imaginez même pas. Minuit, 1 heure, pour préparer des audiences. Et qui même à l'audience, comme hier, jusqu'à 24 heures, étaient encore en train de plaider. Il faut le savoir que les avocats camerounais que nous sommes avons fait un travail jusqu'ici extraordinaire, un travail d'abnégation, et nous l'avons fait sans aucun paiement, sans aucun honoraire. Les gens doivent le savoir. Nous avons travaillé depuis longtemps et que nous n'avons jamais fait une note d'honoraire à qui que ce soit. On a fait pro bono, mettre sur son cabinet, je ne sais pas s'il a fait un dossier depuis tout ce temps. Moi, ce n'est que ce matin, j'ai éteint mes téléphones pour travailler un peu. Mais j'ai dû rallumer vite parce qu'on pensait qu'on m'a arrêté. Parce que quand on m'appelait, ça me faisait pas. Ça a fait un peu la peur dans ma famille autour des miens qui se disaient ah, peut-être que ce téléphone ne passe pas, on l'a arrêté. Donc voilà, je voulais féliciter tous ces avocats-là et leur dire vraiment, ce travail est seulement commencé, mais nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de ce travail comme on l'a commencé pour que la justice, on l'espère, triomphe dans ce pays. Merci pour ces paroles. Merci, Monsieur le Président. On va passer à la séquence questions-réponses. Messieurs et dames, vous allez garder à l'esprit 2 ou 3 choses quand vous poserez vos questions. C'est que au-delà d'être un acte arbitraire, celui qui tire sur les cuisses d'une femme est un pervers. Au-delà de ça. Il faut aussi savoir que la procédure d'habeas corpus existe en droit pour une raison précise. C'est lorsque vous êtes arrêté dans des conditions illégales. C'est lorsque les conditions de votre détention sont dégradantes et inhumaines, par exemple. Ou aussi lorsque les conditions de votre détention sont illégales. C'est important que ceux qui nous regardent aujourd'hui le sachent. C'est pour cela qu'il y a un habeas corpus. Le juge de l'habeas corpus agit dans l'urgence. Mais vous voyez, alors que nous sommes à la veille, hier, de la fête de la femme, une femme qui préside une comparution en habeas corpus a renvoyé en délibéré la décision qui aurait pu libérer parmi les personnes accusées quelques femmes innocentes qui se trouvaient là pour rien. Habeas corpus, c'est pour ça, et c'est pour cela qu'il a été activé par les avocats. Il y a aussi un arrêté préfectoral qui apparaît dans le dossier. Toujours pour faire un peu de pédagogie, aucun préfet, nulle part au Cameroun, n'est compétent pour interdire une manifestation publique. C'est la loi, messieurs. Nous sommes désolés. Mais ne soyez plus ridicules la prochaine fois. Laissez les sous-préfets éventuellement le faire. Parce que c'est une compétence liée. En tout cas, je l'ai bien appris des avocats. Compétence liée, ça veut dire que c'est bien l'un des seuls domaines où celui qui peut le plus ne peut pas. Autrement dit, le préfet ne pouvant pas signer d'arrêtés qui interdisent de manifestations sur la voie publique dans le cadre du maintien de l'ordre, cela ne peut être dans aucune des hypothèses possibles faisable sans violer la loi. C'est un viol de la loi. Et donc sur cette base-là, ça justifie l'habeas corpus. Maintenant, on laisse le soin à chacun de se faire une idée sur la qualité de la décision qui a poussé au rejet de cette demande d'habeas corpus. En l'état actuel des choses, pour la phase de la procédure, on sait à quoi s'en tenir s'agissant de certains juges. On attend ce que les autres auront éventuellement le courage de faire. Messieurs et dames, vous avez la parole pour vos questions. Merci, je m'appelle Dieu pour le travail pour Canada. J'ai cru, moi, que votre parti, l'OMRC, avait fait don de matelas à la prison centrale de Gondéli. Mais tout à l'heure, je viens d'apprendre que les dames qui ont été arrêtées continuent de dormir même le sol avec le sol. On va expliquer. Est-ce que les matelas ne sont pas utilisés? Ok, sur cette question, on la note, on va prendre une ou deux autres questions, en précisant que c'est en effet une question qui concerne plus le
parties que les avocats, mais il y a une dimension quand même légale qui pourrait être développée tout à l'heure, parce qu'il y a des diligences qui ont été entreprises fort opportunément et avec succès par les avocats et qui ont abouti à une évolution de la situation. Donc pour le premier volet concernant les matelas qui ont été mis à disposition, je vais passer la parole à Maître Sim. Et dans le deuxième volet, Maître Djodlé pourra, parce que tout à l'heure Maître Tchadé a dit qu'il avait quelques désirs de rester dans l'ombre aujourd'hui. Je crois qu'il pourra vous briefer. Ok. Maître Méli répondra sur le... C'est ce qui va se passer tout à l'heure. Une autre question, s'il vous plaît? Oui. Oui, Florentin. Ok, je suis Florentin Dato, journaliste au quotidien Mutation. J'ai suivi le procès, l'audience des 37 détenus au tribunal de première instance. Et puis, au cours de ce procès, j'ai noté qu'il y avait un étudiant qui avait été arrêté dans le cadre des marches du 26. Bon, il avait été arrêté au pied du monument Charles Tanana. Et puis, ce jour-là, il répondait aux questions étant assis parce qu'il était visiblement mal en point. Ma question, c'est de savoir, et puis la défense avait, les avocats de la défense avaient introduit des demandes de mise en liberté. Je voudrais donc savoir, est-ce que ces demandes-là ont été, je veux dire, est-ce qu'elles ont abouti aujourd'hui? Okay, et merci. La situation de ces jeunes-là. Ok, merci pour la question, Florentin. Ce jeune-là en particulier s'appelle Bondo Ismaël. Bondo Ismaël. On a relevé la question. Oui, Léopold, merci. Oui, merci Léopold, merci de messager ici. J'ai lisé cette semaine la sortie du ministre de la Communication qui parlait qui réagissait à la sortie médiatique de l'envoi de l'avion ici au Cameroun, qui sera là jusqu'au 18, qui disait clairement que Maurice Kamto et compagnie sont certainement arrêtés pour des faits de droit commun. Vous en avez parlé tout à l'heure. Bon, ma préoccupation, c'est de savoir, maintenant que vous avez cette information, qui certainement doit mettre le gouvernement mal à l'aise, ça je me fais l'imaginer maintenant. Je voulais en parler dans le journal, mais je me suis dit, il vaut mieux aller vers les professionnels du droit, être mieux aguerri avant d'agir. Maintenant, au niveau de votre argumentaire, quel est le poids de cet argument-là? Est-ce que c'est un fait politique? Est-ce que c'est un fait de droit? Je voulais vraiment me dire au président. Merci. Le poids de quel argument? Vous savez qu'il le fait, qu'il argue dans la communication gouvernementale que oui, l'arrestation de Maurice Kamto n'est pas un fait politique, mais un fait de droit commun. Donc voilà, je voulais voir le poids de cet argument-là au niveau. Merci. On va commencer les réponses en attendant les autres questions. Sur la question posée par Christophe Bobionkono concernant la question des matelas qui a été mise à disposition. Et on constate qu'aujourd'hui, il y a des détenus qui continuent de dormir à même le sol. En métier. Bien, merci beaucoup, M. Bobokeno. Nous devons être clairs sur la question des matelas. Nous avons eu des personnes qui ont été déportées des villes autres que Yaoundé pour venir, qu'on a amené ici, devrais-je dire, et qui ont été mises en prison. Il était du devoir du parti MRC de nous assurer que ces gens ont un minimum de confort dans les lieux d'emprisonnement. À partir de GM de GSO, et puis plus tard, à la prison centrale de Congo, où la plupart sont incarcérés. Nous avons donc mis de l'argent, mobilisé les fonds, pour acheter pas seulement des matelas, ce ne sont pas des matelas, mais on a acheté des matelas, on a acheté des seaux, on a acheté des gamelles, on a acheté des chaises en plastique. Une vraie cargaison de matériel. L'idée était d'aider notre administration pénitentiaire qui n'a pas les moyens, nous le savons. Même si on met les gens en prison sans préparer les moyens d'accueil, d'aider donc à faire en ce que nos militants au moins puissent ne pas dormir au sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Le régisseur a estimé à un moment donné, la première fois, qu'il fallait que le MRC fasse don de ces matelas à la prison. Parce que ce n'était pas normal pour lui qu'on apporte des matelas au nôtre. Ce qui est quand même un argument assez étonnant. Ma personne en prison, je lui apporte à manger. On me dit non, non, on faut nourrir toute la prison, pas seulement ta personne. C'était un peu ça. On lui a dit, il n'y a pas de souci.
Ces matelas, nous en faisons donc, si vous le voulez, à la prison, mais à condition que nos militants puissent les utiliser. Quand ils partiront de la prison, ils les laisseront là sur place. Ce sera donc un don. Quelques temps après, il nous dit change de fusil d'épaule parce qu'il dit oui, finalement, si on fait un don à la prison, ça va faire l'honneur du MRC. On va dire le MRC a fait un don à la prison. Non, c'est pas bon que le MRC fasse un don pour que les gens sachent que le MRC a fait un don à la prison. Et donc, du coup, on est revenu à la situation antérieure. Sauf que le régisseur ne remettra pas ces matériels aux personnes pour lesquelles ils ont été achetés. J'ai été personnellement au quartier des femmes. Je leur ai parlé. Ces femmes dorment à la belle étoile, au sol. Et tous les soirs en dormant, elles prient Dieu qu'il ne pleuve pas. Parce que s'il pleut, elles doivent se lever et passer la nuit debout sur les gens. Dans une prison du Cameroun. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de place pour qu'elles puissent dormir. Et dans tous les cas, il n'y a même pas de matelas. Donc, elles dorment au sol. Dans le quartier qu'on appelle Kosovo, qui est un quartier réservé aux grands bandits, on y a mis une trentaine de nos militants qui également subissent le même sort. Ils dorment au sol. Et mardi et la semaine dernière, j'ai été avec ma consoeur Koloko voir le régisseur dans son bureau. On lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne donne pas ces matelas à nos militants et pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal à faire entrer la nourriture pour nos militants. Sur les matelas, il a brodé un peu, je n'ai pas bien compris, maître Koloko d'ailleurs, trop bien ce qu'il voulait nous expliquer. Ces matelas sont là, ils sont dans le magasin, ils en ont aussi à la prison, et voilà. On n'a pas détaché. Sur la nourriture, nous a promis qu'on mettrait en place un mécanisme pour que les gens puissent manger. On était mardi. Le lendemain, au lieu que ce soit fait, j'apprends plutôt que même la nourriture qui est entrée à la prison avant, cette fois-là, interdit la nourriture entre même à la prison. Il est interdit. Et ce n'est qu'avant-hier que finalement, après que nous avons fait les constats d'ici, et des relances écrites, qu'on ait saisi le procureur général de la Cour d'appel du centre, qu'on a informé, ce n'est qu'après tout cela qu'il a daigné prendre un acte dans lequel il y a 8 personnes nommées qui sont en charge d'apporter à manger à ces gens à la prison. Mais voyez-vous, je pense toujours que nous devons, nous, MRC, nous dire, savoir faire la part des choses entre le fonctionnaire que nous avons devant nous et l'être humain qui est là. Ce régisseur a perdu son épouse en début de semaine et j'ai pris sur moi de l'appeler au téléphone pour lui présenter nos condoléances et les miennes propres. Parce que quoi qu'il arrive quand même, il a perdu son épouse qui n'avait rien à voir avec nos affaires de prison. Et moi je l'ai vu le mardi dernier, il me semblait que je ne pouvais pas de manière sérieuse ne pas l'appeler pour lui dire nos condoléances. Donc c'est ça le MRC, c'est notre nature en fait. Nous sommes comme cela, on a créé un parti pour que ce soit un parti solidaire et un parti dont la mission première c'est de savoir tout faire chaque jour pour que l'être humain, le citoyen camerounais, soit le mieux possible dans son pays. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire. Malheureusement, à l'heure qu'il est, ces matelas sont toujours dans le magasin, les gens dorment toujours au sol, les seaux et les chaises sont dans les sont encore en magasin. J'espère que dans les jours qui viennent, le régisseur pourra, il a commencé à laisser que les gens mangent, il pourra revenir à la maison et permettre que nos gens puissent avoir accès à ces affaires. Pour le côté vraiment juridique, Maître Méli, je laisserai développer sur ce point-là. Maître Méli dit que ça a été suffisamment bien énoncé et clarifié. Merci. Nous allons passer à la question concernant les jeunes étudiants qui ont été... Non, avant, il y a eu sur la question, le poids de l'argument en vertu duquel M. René Emmanuel Sadi a affirmé qu'il s'agissait d'infraction de droit commun.
cet argument. Ok, merci. Je vais achever par ce point. Je commencerai par la question qui concerne les deux étudiants. M. Mvondo Ismaël et M. Ndoumeyan Salé Créon. Salé Créon. M. Mvondo a 23 ans. Salé Créon a 19 ans. Les deux fréquentent et sont régulièrement inscrits à l'université de Yaoundé 1. Les deux subissaient des évaluations organisées par cet institut universitaire au moment où ils ont été arrêtés. Nous avons estimé que ils étaient domiciliés à cette université et que, ayant des conseils qui se sont constitués pour eux, ils pouvaient bénéficier d'une mise en liberté leur permettant d'aller poursuivre ou rattraper ce qu'il y a lieu de rattraper en ce qui concerne les évaluations. Malgré l'absence d'arguments contre cela, présenté par M. le procureur de la République, sciences pénales, ils n'ont pas pu bénéficier de la mise en liberté. Ce qui veut dire que le juge a rejeté ces demandes. Et c'est pour cela que lundi, je disais au juge que son tribunal, ou au collège des juges, que le tribunal de première instance, qui le faisait sur la base des confessions recueillies dans des conditions que nous avons décriées, était en train de consacrer la pratique de l'auto-incrimination au Cameroun. Ces demandes ont été rejetées et nous avons poursuivi les débats et plaidé au fond. Nous attendons la solution, n'est-ce pas, lundi 11. Maintenant, pour revenir à la question du messager, sur l'analyse que la défense fait de la sortie gouvernementale, suivant laquelle les infractions alléguées, je précise bien, infractions alléguées, parce que dans aucune de ces procédures, on ne présente pas de faits. On allègue des infractions et on oblige, on force les gens à en parler, c'est-à-dire à faire une rétrospection qui leur permet de dire exactement ce qu'elles ont fait, telle ou telle autre chose. Alors, selon le gouvernement de la République, qui a pris un acte écrit dans lequel il affirme que ce sont des infractions de droit commun. Vous savez tous qu'au tribunal militaire, nous discutons encore la compétence de ce tribunal. Et nous avons estimé qu'il s'agit d'une question préalable. Or, le gouvernement qui est représenté auprès de ce tribunal par monsieur le commissaire du gouvernement, et je pense, devra prendre des réquisitions écrites confirmant la thèse du gouvernement, c'est-à-dire l'incompétence du tribunal militaire, et en revanche accéder à notre demande tendant à évincer ce tribunal de la connaissance de cette affaire. C'est ce que je veux dire de cette affaire, sur l'analyse juridique que nous faisons de ça. Je pense que c'est de l'eau apportée à notre moulin pour dire qu'enfin le gouvernement de la République reconnaît la pertinence des traités internationaux que nous avons invoqués à l'appui de la thèse d'incompétence du tribunal militaire. Je pense avoir répondu à vos questions. Merci, Maître Lévy. Et les infractions de droit commun, c'est le TPI, le TGI, éventuellement la cour d'appel, etc. Quand elles sont fondées,
quand on est au-delà du champ de l'allégation. Y a-t-il d'autres questions, messieurs et dames? Alors je crois que nous allons clore notre conférence. Je voudrais remercier le collectif des avocats. Vous savez, les avocats qui constituent ce collectif sont dans une position doublement héroïque. Doublement héroïque d'abord parce que ce n'est pas un dossier facile et qu'il faut avoir les compétences juridiques pour connaître ce dossier, le plaider, mais aussi et surtout parce qu'il faut du courage au Cameroun pour défendre quelqu'un qui est le président élu en dehors de toute fraude électorale face à une injustice. Parce que désormais, aussi bien le mariage qui est devenu un délit très grave, au point où lorsqu'on arrête Maître Michel Ndoki, on peut arrêter son mari, parce qu'il a commis, voilà, le pauvre a commis une infraction redoutable en épousant sa femme. Autant, je peux vous promettre que lorsqu'on est avocat, comme c'est le cas pour chacun des membres de ce collectif, redoutablement chevronné et professionnel, c'est un risque à la limite inconsidéré. Je dis bien à la limite, parce que c'est des personnes qui ont pris la décision en âme et conscience. Donc c'est un travail très délicat pour ces avocats, parce qu'on est dans le champ totalement politique. L'instrumentalisation scandaleuse des institutions de notre pays. Et pour eux, ils se retrouvent donc souvent la cible d'attaques faciles, lâches, parce que ceux qui sont pauvres en arguments juridiques se réfugient en général derrière ce petit exutoire. Je voudrais remercier ces avocats. Et je voudrais que ceux qui nous regardent sachent que la mérite est grande. Tellement grand que désormais au plan international, il y en a qui veulent coller leur image à eux pour bénéficier de leur aura. Ça honore davantage notre pays. Le Cameroun, au moins quand il s'agit désormais du métier d'avocat, a retrouvé un peu de son lustre. Et on peut s'en réjouir. Donc merci aux avocats. Je voudrais aussi remercier les hommes de médias et les hommes et femmes de médias que vous êtes, d'avoir vous aussi, sur le même principe, accepté de couvrir équitablement, dans le principe de l'égalité, une actualité qui fait peur à beaucoup. Et pourtant, ce qui se joue ici, c'est le sort de notre pays. Et surtout, son meilleur devenir. C'est ce qui incarne, c'est ce qui est incarné par la cause noble défendue par le président et ses proches. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui nous ont regardés via les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt. Gardez à l'esprit ce que le président élu nous a appris. L'efficacité, c'est dans la tête. Vous en avez vu une démonstration aujourd'hui. Merci. C'est bon, messieurs?